Chut, plus un bruit. À l'attaque! Je pense qu'il y a un rapport à l'enfance évident. Moi, voilà, c'est Gros Mythes, c'est créé par le même studio que CRO MAN et par le même réalisateur, Nick Park, qui est un génie absolu, 4 Oscars. Pour moi, c'est mon ADN, donc j'y suis allé comme si je voulais absolument faire partie de cette aventure d'une manière ou d'une autre et me rapprocher de ce que j'ai adoré enfant, de cette poésie dingue qu'il y a dans ces films, cette inventivité, cette créativité. Après, j'y vais au doublage, surtout quand il y a des projets vraiment singuliers. Donc là, c'est le savoir-faire Hardman, et puis encore une fois, ouais, la poésie des projets. Et puis après, quand j'avais fait Pixar aussi, c'était voilà, tout un bout de mon enfance, et des scénarios tellement magnifiques. Et puis La Passion Van Gogh, c'était un film entièrement peint à la main, donc le procédé m'intriguait tellement. Every film just takes so much of your life and so many years, so it has to be something that grabs your attention and has to make me want to make the film, you know. So probably years ago, I always had a primitive, caveman kind of idea buzzing around there since the very early days when I started. One of the movies that made me pick up a camera and start making my own movies when I was a teenager was a Ray Harryhausen movie, 1 Million Years BC. And I loved that film so much, and I was obsessed with dinosaurs as a kid. And so I picked up the family home movie camera and started making my own films with my own dinosaurs and puppets. But I guess ever since then I've had various dinosaur sort of caveman ideas and Stone Age. Ray Harryhausen was a very standalone, he was very unique and doing, he was on a solitary path, doing, mythical creatures and dinosaurs, and I always loved the fantasy films that he made as a kid. Jason and the Argonauts is one of my favourites. And then, more later, Henry Selick, Nightmare Before Christmas was a really groundbreaking film too. I remember back then, even when it was made, what was early 90s, just the idea of a whole stop frame feature animation was unheard of. The very thought was just too much. Since then, I guess this is my third one. And they take up a lot of your life, because it's not just the animation. It's the animation takes a best part of 2 years. The writing and the storyboarding and the design and the puppet character design, set design, everything that goes into it. Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? I didn't really want to just make a caveman adventure. There had to be something a bit different and a bit quirky, a bit sort of eccentric about it. And it was really the football. I was drawing a caveman with a typical club and hitting a rock like a ball, and started thinking about sports first of all, and how perhaps sport brought about civilization, that it caused cavemen to express aggression in a different way. And then I started thinking about, what if you had a bunch of foolish, idiotic cavemen, lovable cavemen that had to, in order to win their homeland back, had to put down their weapons and play football, and so that's how the story started to develop. La reine, c'est par là. And it's first of all, but it's a movie not just for football fans, and I'm hoping that people will enjoy it, whether they like or hate football, and but there is a football element, and I did work with a lot of. I'm not really a football fan, so maybe that helps me to make a movie that's just entertaining. But I do love the big games. I love the World Cup, and I follow it very closely then. But I worked with the writer, storyboard artists, model makers, all football fans that contributed ideas, and I've been educated a lot, and I've been to matches just for research. So I'm like an outsider looking at football. Rien ne peut plus l'arrêter. Elle tire et elle marque. Ouais!
Quand on sait l'importance, c'est un studio anglais qui crée ce film, l'importance que le foot, c'est sacré là-bas, c'est une religion quoi. Et puis en France aussi pour beaucoup. Donc c'est chouette d'aller chercher un truc aussi populaire que le foot et d'imaginer que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout ce jeu et qui vont devoir partir de zéro et d'apprendre tout ce que c'est un ballon, que t'as pas le droit de mettre des grandes baffes dans la gueule de l'autre, que quand t'es l'arbitre, t'as pas le droit de tacler les joueurs. C'est ce genre de choses. Si on gagne, ils nous laisseront vivre en paix dans notre vallée. Oui, mais si jamais on perd. Oui, alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie. C'est quoi une mine? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu les mêmes choses qu'un personnage pour le jouer, encore heureux, sinon on ne pourrait pas jouer il faudrait absolument un prince du Danemark pour jouer Hamlet. Je pense que les acteurs, il ne faut pas en avoir peur, sont des animaux capables de projeter, d'imaginer beaucoup de choses. Après, c'est intéressant à côté de ça d'être un être humain riche d'expériences, d'aventures, de voyages, de rencontres, parce que évidemment aussi, on va venir puiser là-dedans pour raconter des personnages. Donc quelqu'un qui n'aurait rien vécu du tout, je pense que ça n'est pas intéressant. Mais en même temps, moi j'ai travaillé sur le personnage qui a été Yves Saint Laurent. C'est quelqu'un par exemple qui a fait les plus belles collections russes de l'histoire de la mode et qui n'a jamais mis un pied en Russie. Donc je pense qu'il y a des extra-lucides aussi, c'est-à-dire des catégories de gens qui ont la capacité de capter quelque chose de leur temps, d'une culture, et de transformer ça en art. Et pour ça, c'est un peu miraculeux, c'est un peu magique, je ne sais pas expliquer. Il n'y a pas forcément besoin de la case expérience. Mais d'où tu sors de l'âge de pierre? I think it's important to be true to oneself and my own culture, but I think when you're true to yourself, it becomes universal because it's you know, people can recognise it everywhere because it's kind of honest and, you know, and truthful. I'm always surprised by how universal it is. Because I feel like I draw from my own childhood a lot, you know, from things I remember, the movies I loved, and so I feel like I think the same goes for Aardman. We make movies very much for ourselves, and you know, we're not a part of Hollywood. We're located in Bristol, and we talk about things in common, the comics we read as kids, and the movies we always loved. And, but it's important to have a universal appeal, but it's not a forced thing, you know, it's not something we aim at a particular market. Tout le monde a changé de caleçon. Oui, il a le mien et j'ai le tien. Pour l'humour, on dit que le rire c'est la politesse du désespoir. Je pense que c'est ça. Enfin, moi je le vis comme ça. D'ailleurs, les gens qui sont les plus drôles sont souvent des grands dépressifs. Et je pense que l'un flirte avec l'autre. En fait, c'est des gens encore une fois, des extra-lucides, des gens qui sont capables de déceler une certaine vérité dans tout ce qu'ils voient, tout ce qui les entoure. Et l'humour, c'est quelque chose, et la comédie, de très important. Et Aardman le fait tellement bien, il y a tellement une poésie en même temps, un message, on l'a dit, mais aussi des personnages tellement bien croqués, tellement bien imaginés. Je pense à Gros Mythe, je pense à Crochon, ce sont des personnages muets, comme Chaplin, comme Buster Keaton, avec un langage complètement universel, une émotion complètement universelle. Il parle pas et pourtant c'est un des meilleurs personnages du film, Crochon. I've never really had a role like this before, and it happened accidentally. I was you know, we edit the storyboards, and before we shoot anything, and we put sort of what we call like scratch voices on, and temporary music, contemporary voices. And I was just doing Hognob just for fun, and the editor and producer, I was going to cast somebody, but the editor producer said, "Oh, you're good, so why go to anyone else?" They really kind of got attached to the way I was doing it, so I stuck with it. There is a tradition in England, the UK, of funny French characters. And we toyed around with it. Tom Hiddleston was great because he can do all sorts of mimic and do different accents. And we even, at one point, I think with Brexit happening, we didn't want to be anti-European and or, you know, too nationalistic about anything. So there is a very much an inclusive message in the film by the end. But we even thought, oh, would it be better with an English accent? But then to us, an English accent seemed too cliched because there's so many English villains in films, especially in Hollywood films. So, and even Studio Canal in Paris thought the French accent was funnier. So we went back to the French accent. Je demande à voir ça. La liberté, l'amusement, il est là.
Et après, c'est sûr que c'est assez instinctif pour moi. C'est-à-dire, en fait, il y a pas, tu peux pas, c'est pas acteur studio quoi. En fait, tu vois le physique du personnage déjà, comment il bouge, hop, t'entends la voix de Redman, et puis tu te jettes à l'eau assez vite parce qu'effectivement c'est un truc où il n'y a pas forcément énormément de temps. Il faut un peu se caler quand même sur l'original parce qu'on veut pas trahir le projet, et en même temps il faut trouver une grande liberté, sinon on s'amuse pas, et puis le but c'est de le réadapter en français, donc il y a plein de vannes qui marchent pas en français, c'est traduit littéralement, parce qu'en fait il y a des gags qui sont de la mécanique millimétrique et il faut pas en sortir parce que sinon la vanne marche plus, et parfois non, parce que la vanne, eux en anglais ça prend 3 mots et nous il nous en faut au moins 5, et donc il faut trouver une autre manière, donc ça se trouve faut commencer la réplique un peu plus tôt pendant le off qu'on voit pas le personnage et commencer déjà la vanne ou la punchline un peu plus tôt parce que ça va pas. Donc c'est l'art d'adapter tout en étant fidèle, mais d'adapter quand même. Et la voix du personnage, faut aussi accepter de changer un peu ce qui est initialement. On va pas reprendre le ton exact de chaque réplique, mais en même temps c'est cool justement de pas se poser trop de questions. C'est assez physique finalement comme approche. C'en est fini de l'âge de pierre. L'homme vit à l'âge de bronze. Pour moi, Doug, il y a un truc important, c'est qu'au début, il veut au contraire faire avancer sa tribu. Il dit j'aimerais qu'on chasse plus gros, qu'on pense à faire d'autres choses. Donc je pense qu'il est tourné au contraire vers l'avenir. Ce que ça raconte moralement, je pense, c'est plutôt sur l'idée qu'une population plus avancée dans la technique et dans va se dire qu'eux sont une sous-population parce qu'ils ne se sont pas développés de la même manière et qu'ils ont le droit de leur prendre et leurs terres et leurs ressources. Et ça fait évidemment écho à plein de choses historiquement, des moments très forts, que ce soit aux États-Unis avec les Indiens, les Amérindiens, et puis en France avec l'Afrique. Voilà, c'est des choses qui font réfléchir aussi d'un point de vue politique, je pense. Sois sage, tu restes là. On doit surtout pas se faire remarquer, d'accord?